Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Le Terrace Gate, c'est ce qui a marqué, entre autres, la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1 à Montréal, où le vendredi soir, 21h ou aux alentours, des inspecteurs qui ne sont pas des pompiers du service des incendies de Montréal sont débarqués en vraiment gros gens comme devant, avec leurs gros sabots et qui ont fermé donc les terrasses pour des raisons de sécurité. Et au cœur des enjeux, c'était les fameuses marquises donc qui recouvrent les terrasses, qui étaient, selon le service incendie, trop près des bâtiments et il y aurait eu un risque imminent pour la sécurité des gens. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu! Bonjour! Qu'est-ce que tu as pensé de la gestion politique de cette crise-là de la mairesse Valérie Plante? Alors, justement, pour moi, ce n'est pas un fait divers, ce qu'on a vu. C'est-à-dire, on pourrait se contenter d'y voir une erreur de l'administration, le genre de complication administrative qui vient avec toutes les administrations. Mais je pense qu'on est devant toute autre chose. D'abord, un fait qui me semble essentiel, le fait que Valérie Plante prenne autant de temps à réagir devant cet événement, dévoile, alors là, elle ne le dira pas, mais dévoile, à mon avis, la chose centrale, c'est qu'elle n'était pas en désaccord avec cette opération. Au fond d'elle-même, cette opération est conforme à l'image qui se fait de ce que nous devenions. Moi, je pense que, j'arrive, je vais embrasser plus largement sur ce thème-là, mais pour moi, ce qui se joue à travers ça, c'est qu'il y a dans la nouvelle gauche municipale, pas seulement municipale en fait, c'est une nouvelle gauche qui s'est construite en Occident depuis une trentaine d'années, mais qui a fait le choix de s'investir principalement au municipal parce que c'est là qu'elle peut exercer le pouvoir directement. Et ça, c'est important. J'arrive dans un instant, mais une forme de puritanisme. C'est-à-dire, le Grand Prix s'est associé à l'argent, au capitalisme. On associe ça aussi à une conception stéréotypée de la femme, une conception stéréotypée de l'homme. On associe le Grand Prix à une forme de grande débauche, de grand bordel, le lupanar montréalais le temps d'un week-end. Et là, on se dit, tout ça, c'est fondamentalement atroce. Il faut en finir avec ça. Et tout ce qui est associé au Grand Prix. Donc ça, c'est la réaction première. Ensuite, Valérie Plante, qui est pas une folle, là, qui est une femme intelligente. On est en désaccord, je suis en désaccord avec elle, mais c'est une femme intelligente. Elle comprend les enjeux, puis elle se dit, ça peut tuer ce qui reste de mandat si je ne reprends pas ça en main. Et c'est là qu'elle marque une forme de désaccord, de différence. Bon. Ça, c'est ce que je comprends de la gestion de la crise. Son passage chez Arcan, par ailleurs, était lunaire, mais bon, ça, c'est autre chose. Oui, ça n'a pas été facile. Non, mais il y a des fois, on se dit, les gens, on vit juste pas sur la même planète. C'est comme ça arrive. C'est bien ça, il y a la planète gauche. Et j'en arrive sur ce que cette gauche-là. Puis je prends la peine de le dire parce qu'il faut prendre... Quand je dis gauche, j'entends pas toute la gauche sans nuance. Il y a une gauche social-démocrate classique dont je ne suis pas, mais qui me semble nécessaire, qui rappelle, qui a introduit des politiques nécessaires dans nos sociétés. Il y a une gauche laïque qui aujourd'hui d'ailleurs est plutôt passée à droite, mais qu'importe. Il existe une gauche qui sans en être me semble légitime. Mais il y a une gauche radicale qui, elle, n'a pas le même rapport que le commun des mortels à la démocratie. Et globalement, que s'est-elle dit depuis, je dirais, 20 ans environ? Elle constate qu'au niveau national, elle ne gagne pas ses élections, sauf exception. Au niveau national, on a le vote des régions, le vote de la province, comme on dit autrefois, le vote des campagnes, le vote des banlieues. Et tout ça, c'est un électorat qui est sociologiquement plus conservateur, ou à tout le moins plus centre-droit, si on veut. La sociologie des métropoles est une sociologie différente, où on trouve un électorat qui a une prédisposition plus grande aux différentes nuances de progressisme. Je donne l'exemple de Paris pour un instant, tu vas voir pourquoi. On a vu en France, grande vague du Rassemblement national, plus de 30%, 32%. Si on ajoute à ça le vote des Républicains qui était sur une ligne assez ferme, qui était de plus de 7%, et Reconquête qui a fait 5,6%, on a 43-44% de la France, 45% même qui a voté pour la droite nationale conservatrice ou populiste. À Paris, tous ces partis-là sont quasiment dans la marge d'erreur. À Paris, ces partis-là, donc c'est marginal. Ils font 8%, 5%, 4%. Ça compte pas vraiment. Bon.
Qu'est-ce qui se joue à travers ça? C'est que les grandes villes aujourd'hui ont une sociologie, donc les bobos pour l'essentiel, le nouveau prolétariat intellectuel et culturel, une partie de la population issue de l'immigration qui a des réflexes communautaristes et plus à gauche, et globalement qu'on appelle les bobos et tout ça. Donc c'est une sociologie et une partie de la gauche, ils disent on va se redéployer à ce niveau et c'est là qu'on va mener nos projets de société, c'est là qu'on va construire le monde nouveau. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on le voit à Montréal, mais on le voit à Québec un peu en ce moment. Est-ce qu'on va le voir à Gatineau dans les prochains temps? On verra. Mais on le voit assurément à Nantes, on le voit à Bordeaux, on le voit à Paris. Eh bien, il y a une forme... Donc, cette gauche-là, au cœur de son programme, il y a une forme d'écologisme autoritaire qui s'accompagne souvent d'une hostilité déclarée à l'automobiliste. Ce n'est pas que la ville n'est plus construite en fonction des automobiles, OK? C'est qu'elle se construit contre les automobilistes. L'automobiliste est vu comme la trace du monde ancien. Je dirais que l'automobiliste est dans l'univers du transport en commun, ce que l'extrême droite est dans le paysage politique, la figure du mal. Et plus encore s'il y a un 4x4, mais là c'est comme ça, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. Donc il y a une forme d'aversion pour l'automobiliste qui est au cœur de ce programme, et ça s'accompagne aussi. Puis là, je vais te donner un exemple qui vient de Paris, encore une fois, tu vois, je mets le contexte plus général. Il y a les Jeux olympiques qui vont commencer dans quelques semaines. D'ailleurs, je note que tous les Parisiens que je connais vont fuir Paris à ce moment-là. Ils n'ont pas envie de participer à ce festival insupportable, ce carnaval. Ça va être l'enfer. Et moi, j'y serai, mais avant. J'y serai, mais brièvement avant. Ah ben, ça, c'est le bon moment pour y être. Avant, oui. Après, mais pas pendant. Non. Et à ce moment... Place de la Concorde, c'est important, à Paris, Place de la Concorde, il y a notamment la restauration dans le cadre des Olympiques. Et là, les responsables du menu, on a ça il y a quelques semaines, on dit, ça va être de la bouffe végane seulement, il n'y aura aucun menu végétarien et vegan, il n'y aura aucun menu carné, il n'y a pas rien moyen d'avoir un steak, là, le filet mignon. Non, mais c'est l'idée, il faut, même pas un jambon beurre, hein, c'est l'idée qu'il faut révolutionner, nous le disent, l'alimentation, et prendre prétexte des Olympiques pour être capable d'opérer une forme de coup de force gastronomique sur la définition de ce qu'est un menu français. On aurait pu croire traditionnellement que avec ce qu'est les Olympiques, ça aurait pu être une vitrine exceptionnelle de la culture française, donc de la gastronomie, donc de la musique. Or, qu'est-ce que c'est en train de devenir? Mais pour la gastronomie, c'est l'occasion de congédier ce qui fait l'essentiel de la gastronomie française pour la véganiser. Et ça, c'est bon. Une drôle d'idée, mais c'est dans cette logique, encore une fois, de transformer les villes et les grands événements comme ça en lieu de rééducation morale, de rééducation culturelle, de rééducation, dans ce cas-là, alimentaire. Prends des villes dirigées par des écolos, souvent. Des villes, donc des tendances Valérie Plante, qui ont congédié les fêtes de Noël en France en disant, au nom de l'inclusion, on n'en veut plus, on veut autre chose, et ainsi de suite. Donc, on prend la ville de Paris qui participe, qui finance à même les fonds publics, alors que la ville est endettée comme pas possible, les organisations qui favorisent l'immigration illégale. Donc, il y a un programme, on pourrait dire, de la gauche radicale qui s'est dit, le national, on ne le gagnera pas. Les conservateurs, les identitaires, les libéraux sont trop puissants. Le supranational, bon, OK, on a de l'influence à l'ONU, on a de l'influence à l'Europe, mais globalement, on a l'impression que ça appartient au monde des grandes entreprises. Mais la ville devient le nouveau laboratoire où on va imposer notre modèle de société plus autoritaire, je dirais taxocentré, hostile à l'automobile, hostile à l'individu, hostile à la propriété individuelle. Alors, on le sait, quand on nous dit qu'il faut densifier absolument les villes, on nous explique que la maison individuelle, la propriété individuelle, c'est pas nécessairement, c'est presque à congédier. Or, le rêve de tout homme et de toute femme depuis longtemps, c'est d'avoir sa propre petite maison, sa propre maison. On nous explique que ça, maintenant, c'est un mauvais rêve. Donc, ayant tout ça à l'esprit, il faut situer ce qui s'est passé, je pense, sur la rue Peel, à la lumière de cette gauche qui transforme nos métropoles et y voir la conséquence de cette idéologie dans ses nombreuses applications. Pendant ce temps-là, Mathieu, à Québec, c'est l'éternel débat du troisième lien. Il y a le rapport de CDPQ Infra qui dit au niveau de l'achalandage, il n'y a pas vraiment ce qu'il faut pour justifier un troisième lien, mais là, il y a un enjeu de sécurité économique. Est-ce que l'aspect sécurité économique, Mathieu, va être l'espèce de bouée de sauvetage à laquelle la CAQ va s'accrocher pour réaliser ce projet-là? Ah ouais, j'ai souvent dit, moi, pour ce que je comprends de ce débat, qui me semble par ailleurs devenir ridicule, pour ce que je comprends des positions présentées, le troisième lien ne m'a jamais semblé une mauvaise idée. Je comprends que ça me semble plutôt nécessaire. Ensuite, ce que je trouve complètement débile, c'est l'idéologisation de ce
ce débat-là. Comme je vais me dire, dans conscience collective, le troisième lien a remplacé le troisième référendum. Puis, d'ailleurs, qui vient pas non plus, pour l'instant, mais le troisième référendum va se faire avant. Et moi, ce qui me frappe à travers ça, c'est une question qui relèverait globalement de la voirie. On appelait ça comme ça au temps de Duplessis. La voirie des travaux d'organisation, des travaux publics, le transport. Mais là, c'est surchargé idéologiquement. Le transport en commun est connoté moralement d'une charge supérieure. Et de l'autre côté, les partisans du troisième lien nous disent que c'est presque un acte de résistance au gauchisme que de construire le troisième lien. Puis on a l'impression qu'un domaine de la vie collective qui devrait être plutôt pragmatique, mais encore une fois, on sous-estime à quel point les idéologies façonnent notre monde. Une question plutôt pragmatique est transformée en fait en enjeu où plus personne ne peut s'entendre parce qu'on n'a pas la même lecture de la réalité. Et j'ajoute qu'à travers ça, c'est aussi un symbole de l'impuissance québécoise. C'est un débat qui vient, qui revient, qui aboutit pas. Et moi, là, il y a un rapport de la Caisse de dépôt qui sort. Moi, je pense que peu importe la proposition qui sera faite, ça se fera pas. J'entends par là qu'il y a une forme de mauvais sort qui est jetée sur ces questions-là. Elles institutionnalisent l'impuissance et l'incapacité à décider qu'on a au Québec, quel que soit le choix qui est fait. Parce que là, l'indécision vient ici plomber la possibilité soit du transport en commun vraiment développé, soit du troisième lien, les deux, et c'est le symbole d'une impuissance qui se répercute ensuite, qui percole dans toute la société québécoise et nous convainc qu'on est capable de rien faire. Et quel bilan tu dresses de la dernière session parlementaire, Mathieu? Alors, j'ai vu les sondages passer, tout ça ces derniers temps. Pour moi, c'est qu'on a une stabilisation de la vie politique. Le PQ s'est installé au premier rang significativement et pour un bon moment. Il ne stagne pas, il est installé au rang où il y a dans un système quadripartisan qui est le nôtre aujourd'hui, c'est à peu près sa place. La CAQ est finalement sortie de sa mauvaise passe. Elle était capable de sortir de cette séquence qui la paralysait, puis en fait qui était presque une spirale régressive. Les libéraux sont à 6% chez les francophones. Comme je disais à la blague hier à la joute, ils ont 6 candidats à leur chefferie, ça fait un candidat à chefferie par point chez les francophones. Donc, tant qu'ils ne seront pas capables de sortir de cette situation électorale, leurs débats seront insignifiants. Un jour, la démographie va les aider, mais on n'y est pas encore complètement. Québec solidaire demeure et ne parvient pas à être autre chose que ce parti protestataire traversé par des différents courants de la gauche radicale. Puis Éric Duhem continue, il a manifestement construit une base, on l'oublie, mais il continue d'exister. Et il ne serait pas étonnant qu'il puisse surprendre la prochaine fois. Donc, ayant tout ça à l'esprit, ce qu'on voit, c'est que le réalignement politique dont on parlait depuis un temps est en train de se stabiliser à Québec pour un temps. Merci Mathieu, bon épisode à toi. Bye bye.